Vérifiez conditions en magasin. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar à 8h12 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. François Bayrou a annoncé dans la tribune du dimanche qu'il aurait recours aujourd'hui à l'article 49.3 pour faire adopter son budget. Pourquoi un 49.3 alors que la commission mixte paritaire de vendredi a été conclusive ? Et écoutez, oui, ça peut paraître paradoxal, hein. Le gouvernement avait affiché sa satisfaction vendredi après cette commission mixte paritaire dite conclusive, et les socialistes s'étaient également félicités d'avoir infléchi la copie qui leur était soumise. Mais il ne fallait pas en déduire qu'un accord en CMP valait accord sur le budget. Les socialistes rappellent qu'ils sont dans l'opposition et que voter le budget, politiquement, ça veut dire appartenir à la majorité. Du coup, on peut se poser la question, pourquoi alors avoir arraché des concessions au gouvernement si c'était à l'arrivée pour ne pas voter le texte ? Toujours est-il que passer par le 49.3 était inévitable, comme ce fut le cas pour Michel Barnier, et avant lui pour Elisabeth Borne, à qui on l'avait tant reproché. Bon, la plus-value Bayrou n'est donc pas d'avoir trouvé la recette magique pour présenter un budget acceptable par une majorité de députés. Il est juste d'avoir trouvé la voie pour éviter d'être à son tour renvoyé dans ses quartiers. Dans le contexte actuel, ce minimum n'est peut-être pas si mal. Alors, dans cet entretien à la tribune toujours, le Premier ministre dit à propos de cette discussion budgétaire avoir établi, j'ouvre les guillemets, un camp de base. Quelle est la signification de cette image alpiniste? Écoutez, oui, pour la comprendre, il faut se rappeler que François Bayrou a payé très cher cette possible non-censure. Même s'il n'aime pas que l'on parle de concessions faites au PS, il doit bien reconnaître que les gestes faits alourdissent la facture de 5 milliards d'euros. Ça n'est pas rien. Dans le Parisien dimanche, Catherine Vautrin dit que le coût de la censure aurait été de 12 milliards. Bon, disons que si on les comprend bien, ce budget, c'est mieux que si ça avait été pire. Maigre consolation quand on se souvient que le Premier ministre avait prétendu s'attaquer à l'Himalaya de la dette. C'était une autre de ces images. Eh bien, aujourd'hui, on est quand même très très loin du sommet. Et justement, parler d'un camp de base, c'est une manière de dire oui, on est encore très loin du but, mais on ne renonce pas à l'objectif. Le camp de base, c'est là où on fait une pause, mais c'est aussi là où on prépare le matériel à venir pour les courses à venir, justement. Alors faire attention parce que plus on monte, moins il y a d'oxygène. En gros, aujourd'hui, on a dû faire des compromis, mais demain, on attaque les choses sérieuses. C'est ça qu'a voulu dire François Bayrou. Cet engagement est-il crédible ? Écoutez, on aimerait le croire, mais on ne peut pas s'empêcher d'être sceptique. Car même sans mettre en doute la sincérité des intentions du chef de gouvernement, l'Assemblée qui devra adopter l'année prochaine le budget 2026 sera la même que celle qui doit adopter aujourd'hui le budget 2025, avec une gauche et un Rassemblement national que l'on voit mal soudainement convertis à la nécessité de faire des économies sérieuses dans le fonctionnement de l'État ou dans les dépenses sociales. D'autant qu'entre le coup d'arrêt de la croissance, la remontée du chômage, les mesures commerciales de l'Amérique de Trump ou encore la panne démographique, la situation ne peut qu'empirer, rendant plus urgente encore un électrochoc budgétaire dont les conditions politiques ne sont pas remplies. Et cela relativise quelque peu le soulagement de la non-censure espérée mercredi. Merci Guillaume, à demain. Éditorial à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr. Et maintenant l'invité de la matinale. Hier, l'intelligence artificielle Acte européen est entrée en vigueur. Dans une semaine, la France accueille un sommet sur le sujet de l'intelligence artificielle. Pourquoi faut-il les réguler, ces IA? Quels sont leurs dangers? Quels garde-fous organiser? On en parle avec l'invité de la matinale. Bonjour Laure de Roussy-Rochegonde. Bonjour. Vous êtes directrice du Centre de géopolitique des technologies et auteur pour l'IFRI d'un rapport sur la gouvernance internationale de l'intelligence artificielle dont vous nous dévoilez aujourd'hui les conclusions, la teneur en exclusivité. Pour commencer, expliquez-nous les raisons qui exigent que l'utilisation des intelligences artificielles soit régulée. Ça n'est pas évident pour tout le monde. Oui, effectivement, il y a un grand débat sur cette question de la régulation. En réalité, les 3 raisons principales qui justifient ce besoin d'encadrement de l'intelligence artificielle, c'est à la fois endiguer les risques associés à ces technologies, que ce soit pour l'intérêt général, pour le bien commun ou pour la paix et la stabilité internationale. D'autre part, il faut répartir les externalités
qui viennent de ces technologies, à la fois externalités positives et négatives. Qu'est-ce que c'est que les externalités à répartir ? C'est-à-dire que, en fait, ces technologies emportent des conséquences qui sont liées à leur développement, qui sont liées aussi à ce qu'elles génèrent comme profit. Or, les profits sont concentrés à la fois aux mains d'acteurs qui sont en réalité les géants du numérique américains, chinois, probablement très bientôt, mais aussi au sein des sociétés. C'est ce qu'on appelle parfois le clivage nord-sud, puisqu'on a des travailleurs du clic qui sont plutôt dans les pays du Sud, qui travaillent très peu rémunérés pour des usages qui sont destinés à des populations occidentales. Donc il s'agit d'équilibrer un peu cette répartition. Voilà pour les externalités. La troisième raison ? La troisième raison, c'est que l'intelligence artificielle est une technologie polyvalente, donc qui a des effets sur des sphères extrêmement variées, qui peut trouver des usages dans des domaines très différents, et donc il faut maîtriser les conséquences sur d'autres enjeux globaux, par exemple liés aux droits humains, à la justice, à la diversité culturelle, à l'environnement, ce genre de choses. Alors justement, les principaux dangers de l'IA, vous les listez dans le document que vous avez produit et que vous révélez chez nous ce matin lors de Russie-Rochegonde. Alors, parmi ces dangers, vous avez commencé par énoncer les risques de discrimination qui ne me paraissent pas les plus urgents dans un contexte géopolitique tendu. Quels sont ces dangers ? Alors, les dangers, ils sont de deux ordres, là aussi. Donc, d'une part, les questions qu'on a déjà évoquées dans le débat public, qui sont liées à la fois à la propriété intellectuelle, au droit d'auteur, puisque notamment l'IA générative bouscule complètement les acceptions traditionnelles de la propriété intellectuelle. Il y a aussi des risques qui sont liés aux données personnelles, à la protection de la vie privée, la surveillance de masse qu'on observe notamment en Chine, un risque lié aux suppressions d'emplois, puisque en fait beaucoup de métiers pourraient être automatisables. Il y a un rapport de Goldman Sachs qui parle de 45% des métiers qui pourraient être automatisables dans les 10 prochaines années, donc c'est quand même considérable. Alors ce qui ne veut pas dire que d'autres métiers ne vont pas voir le jour, donc il ne faut pas penser que la moitié de la planète va se retrouver au chômage, mais en tous les cas c'est un changement très important. Et également le coût environnemental, puisqu'on voit de plus en plus que les ressources énergétiques sont absolument colossales, que ce soit les ressources en électricité, les ressources hydriques. Donc là, il y a beaucoup de questions à se poser du point de vue de la gouvernance aussi. Ça, c'est pour ce qui concerne l'intérêt général. Après, il y a des risques qui sont encore plus effrayants, qui concernent la paix et la stabilité internationale, puisque d'une part, il y a beaucoup de menaces sur les questions de cybersécurité, puisque l'intelligence artificielle démultiplie les capacités des acteurs cyber-offensifs. Beaucoup de risques également en ce qui concerne l'intégrité de l'information. On a déjà vu des campagnes de désinformation très importantes se dérouler grâce à des techniques d'intelligence artificielle, notamment les deepfakes, qui sont ces contenus inauthentiques générés grâce à des outils d'IA générative. Et enfin, la question de l'arsenalisation de l'intelligence artificielle sur le champ de bataille avec ce qu'on appelle les armes autonomes qui peuvent être utilisées alors qu'elles échappent d'une certaine manière aux décisions humaines. Et aux régulations, et vous en avez très précisément parlé dans un ouvrage que vous êtes venu présenter ici même cet automne. Lors de Russie-Rochegonde, un des grands dangers que fait peser l'IA sur l'homme, c'est qu'elle peut le rendre paresseux, le conduire à se contenter de son ignorance. Bref, comment revoir l'éducation des peuples quand ils peuvent déléguer la connaissance à une machine ? Ça, c'est un risque, c'est-à-dire la transformation du cerveau en yaourt. Oui, alors ça, c'est un risque ontologique d'une certaine manière. Et il y a un article ce matin qui parlait du fait qu'en Suède, il y a une crise chez les jeunes qui ne veulent plus lire. Alors on voit bien comment est-ce qu'il peut y avoir des tentations de se tourner vers des divertissements plus faciles d'accès et demandant moins d'efforts. Dans le rapport, je ne parle pas de ces risques-là, parce qu'effectivement, c'est des risques pas vraiment systémiques. Évidemment, c'est des choses qui sont à prendre en compte parce que la manière dont la technologie façonne l'humain en retour, c'est quelque chose qui est pris en compte dans toute la littérature sur... C'est anthropologique. Oui, voilà. Si c'est pas systémique, c'est anthropologique, c'est peut-être encore plus grave, non ? C'est peut-être encore plus grave, mais quelque part, toutes les technologies sont porteuses de ce type de changement, et c'est beaucoup plus difficile pour le régulateur de les prendre en compte. Lors de Russie-Rochegonde, vous dirigez le Centre de géopolitique des technologies. L'Europe est depuis hier le premier continent à
mettre en place une régulation de l'intelligence artificielle, donc une sorte de règlement ou de mode d'emploi avec un certain nombre de garde-fous. Qu'est-ce que ça va changer pour les Européens qui, on peut le dire, s'en moquent éperdument. Pour l'instant, ils ont d'autres soucis, mais qu'est-ce que ça peut changer dans leur quotidien sans qu'ils s'en aperçoivent? Alors, en réalité, l'AI Act, c'est un règlement qui est plutôt équilibré et qui se concentre vraiment sur la question des risques. Donc, il y a différentes catégories de risques qui ont été identifiées lors des négociations de ce règlement. Et en fonction de ces catégories de risques, des obligations plus ou moins contraignantes pour les entreprises sont mises en place dans le but en fait de protéger les citoyens, notamment sur les questions de protection des données personnelles, de propriété intellectuelle. Donc finalement, même si les Européens ne vont pas forcément s'en apercevoir ce matin, à long terme, ils sont tout simplement mieux protégés. C'est un petit peu la même idée que le règlement RGPD pour la protection des données personnelles. En termes de conséquences, ça peut être effectivement, il faut accepter les cookies quand on visite un site internet, mais ça permet d'éviter d'être traqué par des sites internet et d'être dépossédé de ses données personnelles. On sait que la Chine et les États-Unis se disputent le leadership mondial en matière d'IA. La semaine dernière, la Chine, avec son IA DeepSeek, a montré qu'elle pouvait faire moins cher et peut-être aussi bien que les États-Unis. Comment vous interprétez cela? Il y a maintenant un enjeu géopolitique de l'intelligence artificielle? Oui, tout à fait. On le voit, il y a une compétition internationale de plus en plus féroce d'une certaine manière. Donald Trump a annoncé la mise en œuvre de sa guerre commerciale. Et évidemment, la technologie et l'intelligence artificielle en font partie. Et dans cette compétition, il y a des atouts qui doivent être mobilisés. Donc il y a à la fois la question des investissements qui sont très importants, évidemment, la question de la puissance de calcul, des supercalculateurs qui coûtent très cher. Et donc là aussi, ça fait partie des chantiers. Et d'ailleurs, Donald Trump a aussi annoncé ce grand plan de 500 milliards de dollars qui s'appelle Stargate, qui visiblement doit servir aussi à créer des data centers, puisque la question du stockage, du traitement des données est cruciale. La question des talents, comment attirer les talents, comment retenir les talents, c'est aussi un problème qu'on a en Europe. Et en réalité, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que ces questions de gouvernance et de régulation font partie de cette compétition internationale parce que chacun veut écrire le code de la route, d'une certaine manière, de l'intelligence artificielle pour prendre la main sur les aspects normatifs et, si possible, gêner ses compétiteurs. Si on estime que l'intelligence artificielle est une arme, est-ce qu'il faut une régulation comme on a régulé l'utilisation des armes nucléaires par le passé? Alors, justement, c'est intéressant l'exemple du nucléaire parce que le nucléaire, ça a aussi des usages pacifiques. Et dans la manière dont on a régulé les armes nucléaires, on a distingué entre les usages pacifiques et les usages militaires qui sont les armes nucléaires. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose. Il y a des usages tout à fait pacifiques, tout à fait bénéfiques, qui doivent être encouragés, qui doivent se développer. Et de l'autre côté, il y a tout un tas de dérives, voire d'arsenalisation, qui doivent être encadrées. Donc, l'exemple du nucléaire a ceci d'intéressant qui permet vraiment de faire le distinguo et de concevoir une gouvernance qui permette de faire les deux. Pourquoi la France a décidé d'organiser un sommet sur l'intelligence artificielle? Ça se déroule la semaine prochaine. Qu'en attendez-vous? Est-ce qu'on va imposer au monde ou proposer au monde des normes de régulation sur lesquelles vont se précipiter les Chinois et les Américains? Alors, probablement pas. Et d'ailleurs, c'est pas ce que souhaite la présidence de la République, puisque ce sommet, en réalité, c'est la 3e édition de sommet international sur l'intelligence artificielle. Le premier était il y a un peu plus d'un an à Bletchley Park au Royaume-Uni. Il y en a eu un autre à Séoul. Et ces deux premiers étaient des AI Safety Summit. Donc, concentré sur les questions de sécurité. Là, en France, il a été baptisé le AI Action Summit, donc vraiment plus tourné vers l'action, comme son nom l'indique. Et si la gouvernance fait partie des grands thèmes qui vont être abordés pendant ce sommet, en réalité, beaucoup d'autres sont plus tournés sur les questions d'entrepreneuriat, de talent, justement, d'investissement. Le but, c'est évidemment aussi de montrer une vitrine de l'écosystème français en intelligence artificielle, d'essayer de montrer au monde que nous avons un vivier et qu'il mérite d'être investi. Et le dernier enjeu, c'est nous, d'une certaine manière, puisque il y a aussi une ambition de créer un choc culturel chez les Français qui
bon, maintenant, du fait des dernières annonces de Trump, de DeepSeek, etc., je pense, en ont pris conscience, mais que collectivement, nous voyons à quel point cette technologie est structurante pour l'avenir. Laure de Roussy-Rochegonde, merci. Je rappelle que le rapport de l'IFRI sur la gouvernance internationale de l'IA est disponible, j'imagine, sur le site de l'IFRI. Oui, et que si on veut approfondir le sujet, on peut aussi lire l'essai pour lequel je vous avais invité cet automne, La guerre à l'heure de l'intelligence artificielle. C'est paru aux Presses universitaires de France. Merci madame, à bientôt. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du lundi, Luc Ferry, Radio Classique.